j'attends principalement de vous de l'échange, parce que vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de terrain. On est dans un gymnase, mais c'est plus un support par rapport aux espaces, tout ça. Mais à un moment donné, je vais avoir besoin de 2 bonhommes qui vont faire mieux que des plots, parce que ils auront l'apparence d'un être humain, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment d'échanger autour du thème qui est la pédagogie du jeu rapide. Ce n'est pas le jeu rapide, c'est bien la pédagogie du jeu rapide, et je veux vraiment qu'on fasse la différence avec ça. Dans un premier temps, je vais parler un petit peu de la manière dont je vois le jeu rapide, d'accord, pour avoir un petit peu un support sur le reste de l'intervention. Vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord. Ceux qui étaient là il y a 2 ans sur la JABS, j'avais déjà fait une intervention là-dessus. Ça reprend grosso modo ce que j'avais déjà dit. Donc pour ces personnes-là, je m'en excuse parce que je n'ai pas réinventé le basket en 2 ans. Ma philosophie, elle n'a pas forcément bougé. Je suis même un peu plus sûr de ce que je fais sur cet aspect-là du jeu. Donc il y aura beaucoup de redites par rapport à ce que vous avez certainement déjà entendu. J'insiste, ce que je veux, c'est qu'on échange autour de la pédagogie du jeu rapide et comment on peut faire, nous en tant qu'entraîneurs, pour développer cet aspect-là du jeu, qui est pour moi une des plus grosses priorités de formation. Peu importe la catégorie, je pense vraiment... J'ai juste attaqué en avance, donc c'est pas de ta faute, Eric. Donc je redis ce que je disais. Pour moi, c'est une véritable priorité de formation, quelle que soit la catégorie. Souvent, on a tendance à dire que le jeu de U13, c'est un jeu de relance, un jeu sur tout le terrain. Pourquoi ça ne le serait pas en U17 ? Pourquoi ça ne le serait pas en U20 ? Et surtout, pourquoi ça ne le serait pas en senior ? Je pense sincèrement que c'est encore très efficace. Et il y a certains coachs et certaines équipes qui, un petit peu à tous les niveaux, arrivent à remettre en avance cet aspect-là du jeu. Pour ceux qui suivent un petit peu le championnat de N1, l'équipe qui est actuellement en tête du championnat, c'est... Yes. Merci, heureusement il suit. Non, c'est pas Saint-Vallier. Là, ils en ont paumé 2 déjà, donc c'est Souffel. C'est une équipe alsacienne, c'est la banlieue de Strasbourg. Le coach, c'est David Eberlin, il est là-bas depuis une bonne dizaine d'années. Et cette année, ils sont en train de démonter tout le monde sur le début de saison, notamment grâce à un jeu rapide ultra développé. Ils sont venus jouer à Saint-Vallier il n'y a pas longtemps et ils les ont massacrés, quoi. Massacrés dans le jeu rapide. Parce que sur tous les postes, il y a des bonhommes qui courent dans tous les sens, qui sont ultra athlétiques. Alors après, ça, c'est lié au niveau. C'est pas forcément sur cet aspect-là qu'on va rentrer, mais en tout cas, le jeu rapide, il peut retrouver une forme de être prépondérant, quel que soit le niveau dans lequel on évolue. Vous êtes sur les U20, je ne vois pas pourquoi le jeu rapide, ça ne devrait pas être une thématique qui est centrale. C'est pas parce que les joueurs grandissent qu'ils sont incapables de courir de manière efficace et surtout d'aller trouver des choses, d'aller trouver les petites possibilités que nous laisse l'adversaire. Comme Boyan le sait, je coach en N3. Il y a un chiffre que je regarde après les matchs, c'est un chiffre que me donne l'IMARC, c'est le nombre de paniers que je marque et le nombre de paniers que marque l'adversaire. Pas le score, le nombre de paniers. D'accord ? Pour moi, je trouve que ça en dit long sur le match, parce que à peu de choses près, ça nous dit si c'est un match offensif ou un match défensif. Et surtout, moi, j'arrive à saisir le nombre de paniers faciles que j'ai marqués. Quand tu coaches, les paniers à 1 contre 0, t'en mets combien dans le match ? Peu importe. Peu importe. Mais on met très peu de tirs à 1 contre 0. C'est soit des tirs dans le 1 contre 1 avec la présence d'un défenseur, c'est rebond off, je remonte, c'est souvent des paniers un petit peu difficiles. Et l'idée au travers de ça, c'est comment on fait pour arriver à trouver ces tirs à 1 contre 0, ces tirs à haut pourcentage. Comment on fait ? Dans 95% des cas, c'est au travers du jeu rapide, voire du jeu de transition. Mais ça, c'est ce que je répète, ce que je disais tout à l'heure, je vais essayer d'enfoncer des portes ouvertes, c'est pas qu'en U13. Et il faut certainement encore plus accentuer le message dans les catégories d'après, de manière à ce qu'on arrive à trouver ces fameux tirs à 1 contre 0. Ces fameux tirs à 1 contre 0. Yann, qui coach Saint-Vallier en N3, il s'appuie un petit peu sur le même type de chiffres, et il me disait, comparé à l'année dernière en prénat, il a plus ces tirs-là. Parce que c'est plus les mêmes bonhommes en face, il y a moins d'espace, et il arrive moins à se créer des tirs à 1 contre 0.
forcément, son impact offensif, il s'en trouve limité. Donc, je pense vraiment que le jeu rapide peut être une des solutions pour essayer d'arriver à trouver ces tirs-là. Ça permet aussi d'imposer notre rythme, d'imposer un rythme qui est soutenu. Je pense que le basket, il n'y a pas que moi qui le pense, le basket, c'est un sport de rythme. Et souvent, l'équipe qui arrive à imposer le sien est dans les meilleures conditions pour aller choper le match. Si je joue à mon rythme et que je t'empêche de jouer au tien, je serai forcément plus à l'aise. Si tu joues à ton rythme et que tu m'empêches de jouer le mien, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Donc le jeu rapide, étant donné que dans les catégories seniors, voire même sur les U17, les U20, étant donné que ce n'est pas forcément quelque chose de prégnant et de prépondérant dans le jeu, une équipe qui se met à le jouer à outrance, ça peut vraiment surprendre et elle peut vraiment prendre des avantages au travers de ça. Et je pense que c'est comme ça que Souffle a construit le truc en début de saison. Ils ont surpris tout le monde à jouer le jeu rapide dans tous les sens. Ça veut aussi dire que vous avez tous déjà dit en tant qu'entraîneur, arrête de jouer comme un vieux, à un gamin. Arrête de jouer en marchant, en relance, tout ça. On l'a tous dit. Maintenant, c'est comment on fait pour qu'ils arrêtent de le faire. Est-ce que le dire, ça suffit ? Est-ce qu'à l'entraînement, il n'y a pas des choses à mettre en place ? Est-ce que notre attitude pédagogique, elle n'est pas aussi importante pour accompagner les gamins là-dedans ? Et je pense c'est au travers de ça qu'on va essayer d'échanger, parce que j'insiste vraiment là-dessus, si d'un moment, moi, je vais manquer de salive, donc il va falloir qu'on échange un petit peu, de manière à ce qu'on trouve ensemble quelques solutions pédagogiques pour accompagner les joueurs à développer cet aspect-là du jeu. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 ans, j'avais fait une intervention sur le jeu rapide. Je vais essayer d'être très bref, juste pour vous expliquer comment on aborde le jeu rapide au Pôle Espoir avec les garçons. On fait différemment des filles. Donc, comment on aborde le jeu rapide ici au Pôle Espoir. Donc, ça reprend une grande partie de ce que je fais, même en dehors du pôle. Donc, je vais vous présenter ça très, très succinctement. On va échanger 2-3 minutes là-dessus, et puis derrière, on partira vraiment sur les aspects pédagogiques. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des grandes intentions. Il y a très peu de règles. Très peu de règles. Je suis vraiment dans des grandes intentions. La première intention, c'est que il faut gagner du temps tout le temps. Gagner du temps tout le temps. Ça part du rebond, le plus souvent. Donc gagner du temps au rebond, je ne vous apprends rien, c'est essayer, parce que même c'est à n'importe quel niveau, si on regarde vraiment, c'est pas si simple que ça à faire, parce qu'il y a une présence défensive, c'est essayer de s'orienter dans le saut. Ok ? Et si possible, si l'axe panier-panier il est de ce côté, c'est de m'orienter dans le saut de ce côté-là. D'accord ? Donc c'est prendre le rebond et être capable de retomber en étant orienté vers l'extérieur de la raquette. Donc gagner du temps tout le temps, ça en fait partie. Dès le rebond, être capable de s'orienter dans le saut pour prendre l'information tout de suite. Et derrière, c'est une des règles qu'on a, c'est rebond, passe, d'accord ? Mais tout de suite, ou rebond, dribble, passe. Et j'insiste vraiment sur ce dribble-là. Et j'y crois vraiment. Ça choque personne. Tant mieux. Parce que tout à l'heure, quand je l'ai fait sur les U15, U17, il y en a 2 qui ont levé la main et m'ont dit « mais il y a du monde là ». Ouais. Il y a autant de monde dans la raquette que de monde qui va couper la passe dans l'aile. Moi, je ne sais pas où ils vont être, les bonhommes. Donc soit je fais la passe, soit je dribble. Puis si je ne peux pas là, je vais là-bas. Mais je veux surtout pas, et c'est un petit peu le postulat du truc, je veux surtout pas établir un trajet prédéfini pour le ballon. Parce que pour moi, ça met trop de temps. Et c'est pas tout le temps la meilleure des solutions. Peut-être que des fois, il faudra sortir la balle là. Peut-être que des fois, il va falloir prendre le rebond et balancer une cacahuète devant. Peut-être que des fois, il va falloir que le poste 5, il prenne le ballon, il fasse 2 dribbles et qu'il la passe. Mais il n'y aura jamais, à mon avis, la même situation qui se présentera 2 fois dans le match. Donc, l'importance du premier ballon. Le premier ballon, c'est celui-là. Je prends le rebond. La première possession qu'on a, c'est le plus important.
à mon avis, il faut qu'on arrive à faire sortir le ballon de la zone des 3 points dans la première seconde. Donc, tout de suite, dès le contrôle du ballon, il faut mettre un maximum d'agressivité vers l'avant, par la passe ou par le dribble. Ok ? Comment il s'appelle ? Eric Petitjean, qui est du club de Kroll. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui était là ce matin, assez grand, les cheveux rasés, là, qui est un ancien joueur de bon niveau. Il me disait que lui, ce qu'il demandait à ses filles, c'était systématiquement de mettre de l'agressivité par le dribble. Parce que souvent au rebond, il y a une fille qui est au contact, qui a joué le rebond, et le fait de mettre de l'agressivité vers l'avant, il trouvait qu'il provoquait beaucoup de fautes. Il trouvait ça plutôt intéressant. Moi, la seule chose que je lui ai répondu, je lui ai dit, à partir du moment où tu mets de l'agressivité vers l'avant, que ce soit par le dribble ou par la passe, ça me va. Mais après, c'est à vous de mettre le truc à votre sauce. Moi, le message, c'est je pense qu'il faut être tout le temps agressif vers l'avant le plus vite possible. Et les repères, c'est 1 seconde pour sortir de la zone des 3 points. Il faut que la balle, elle sorte le plus vite possible de cette zone-là. Parce que les espaces à attaquer, ils sont derrière. C'est là-bas qu'on va gagner. On va gagner au début. Le jeu rapide, on va le gagner au début, mais on va l'exploiter derrière la ligne des 3 points. Donc il faut qu'on arrive à faire sortir la balle de la zone des 3 points rapidement. Derrière, donc 1 seconde pour sortir. Garçon, 4 secondes. Fille, 5-6 secondes pour mettre la balle dans la raquette là-bas. Comment ? En respectant une règle. Pas plus de 2 dribbles. Sauf si je suis à 1 contre 0, bien évidemment. Mais sinon, c'est 1 dribble passe, 2 dribbles passe, mais il faut limiter au maximum le nombre de dribbles. Et là, ça implique tout un tas de choses. Dans les déplacements, dans l'occupation du terrain, il faut arriver à créer des zones relais avec des bonhommes qui se déplacent dans les bons espaces, dans les bons timings, pour que la balle elle puisse continuer à avancer. Ok ? Ensuite, notamment avec les gamins, ce qui est important, c'est de leur donner des repères et des images qui sont claires. On utilise l'image du hors-jeu. Vu que tout le monde connaît le foot, c'est plus simple. On leur demande de courir à l'opposé du ballon en hors-jeu. Donc dans le dos de la défense. Okay ? Ce qui tue un repli défensif, c'est pas ce qui se passe du côté du ballon, c'est pas ce qui se passe dans le couloir central, c'est ce qui se passe à l'opposé. Parce que généralement, les équipes replient plutôt par l'axe. Généralement, les équipes sont plutôt absorbées par la balle. Donc généralement, les espaces ils sont plutôt dans la diagonale à l'opposé. Donc dans l'idée, si le rebond est d'un côté, on demande toujours à un bonhomme de courir dans la diagonale opposée. Parce que ces passes-là, elles tuent la défense, si on arrive à les passer. Et la dernière chose, c'est de prendre les tirs ouverts. Donc on a dit on mettait beaucoup d'agressivité pour amener la balle dans la raquette, pour avoir des tirs à 1 contre 0. Mais si là on n'a pas un tir à 1 contre 0, on l'aura peut-être là-bas, à 3 points. Donc pour que les choses soient très claires, il y a une ligne qui existe sur le terrain, qui n'est pas tracée. C'est le prolongement du point le plus haut de la zone à 3 points, de la ligne des 3 points. Cette ligne-là. Alors là, nous, on a à peu près de la chance, il y a la ligne grise qui correspond à ça. Si moi, porteur de balle, je traverse cette ligne par le dribble, c'est le signal pour mes coéquipiers que je vais aller foutre les pieds dans la raquette. Donc, ils ne vont pas amener tout le monde avec eux, donc tous les défenseurs avec eux, ils vont essayer de prendre du large. Éventuellement de plonger dans le dos en fonction de comment on est placé, mais dans 95% des cas, ils vont rester au large pour me permettre, si je ne peux pas tirer, de trouver des bonhommes au large pour qu'ils puissent tirer. Si jamais la balle, elle rentre par la passe, je suis ici, je tombe face à un bonhomme, je la passe ici, c'est le joueur qui réceptionne la balle dans la zone définie par la ligne qui va aller mettre les pieds dans la raquette. On est obligé de donner quelques règles. Ces règles-là, elles permettent aux non-porteurs d'anticiper ce qu'ils ont à faire. Si je dis c'est le bonhomme qui passe la ligne, qui va dans la raquette, je sais que si je n'ai pas la balle, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'ouvrir un angle de passe. Mais la seule chose que j'ai à faire, il faut déjà que je le fasse bien. Mais bon, déjà, on limite les possibilités. Donc l'agressivité, je sais que ce n'est pas moi qui vais la mettre pour aller au panier. Par contre, je sais qu'il faut que je donne une solution loin du panier pour que le bonhomme, s'il ne puisse pas tirer, il puisse la ressortir. Okay ? Et la dernière chose, l'agressivité, on va la maintenir en amplifiant le décalage.
Je ne peux pas tirer, je peux la passer. Je peux tirer très bien. Il y a les grands qui arrivent au rebond dans l'axe. Donc on est naturellement organisé pour le rebond off. Je ne peux pas tirer, je rentre dans les extra passes. Et éventuellement, derrière, je n'ai plus qu'à remettre de l'agressivité. Mais ce que je ne conçois pas personnellement, ça c'est ma philosophie perso, c'est qu'on arrête brutalement le jeu rapide pour aller se refoutre à la ligne du milieu de terrain et annoncer tête. Et on enchaîne. On enchaîne. J'ai un petit décalage. On a réussi à créer un petit décalage. Pourquoi je ne vais pas essayer de l'amplifier? Ma forme de jeu, elle va faire quoi? Elle va me donner la même chose, un petit décalage. Sauf si la défense se trouve complet et qu'ils oublient de défendre sur un bonhomme, sur un vieil écran dans le dos. Les formes de jeu, elles servent juste à créer des décalages. Elles amènent rarement un tir à 1 contre 0. Ok, donc j'ai créé mon décalage dans le jeu rapide. Il faut que j'arrive à l'amplifier en continuant sur un jeu de principe, de passe, de drive, ce que vous voulez. Mais autant l'amplifier par la suite pour essayer d'aller trouver ces tirs ouverts. Dans la raquette, très bien. À 3 points, c'est pas plus mal. Où on veut. Mais il faut qu'on arrive à trouver des tirs ouverts. Ok? Donc ça, toutes ces choses-là, il y a quelques règles. 1 seconde pour sortir la balle de la zone des 3 points. 2 dribbles maximum à chaque fois. 4-5 secondes pour mettre la balle dans la raquette à l'opposé. Des toutes petites règles avec des repères précis. La ligne du prolongement du point le plus haut de la zone à 3 points qui donne le repère sur qui drive, qui doit ouvrir les angles de passe. Et avec ça, eh ben, on essaye de développer du jeu rapide. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme beaucoup de choses au basket. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça prend du temps. Ensuite, il y a 3 choses. La première, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est gagner du temps tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que je gagne du temps au rebond, en m'orientant, en essayant de passer la balle au moment où je me réceptionne au sol. Il faut que je gagne du temps sur mon dribble, si je décide de dribbler. C'est-à-dire que sur mon dribble, je dois sortir de la ligne des lancers francs sur mon premier dribble. Je dois mettre de l'agressivité vers l'avant. Je dois gagner du temps vers l'avant, là-bas, en passant les ballons devant moi, jamais vers l'arrière. Je dois créer des relais devant moi, mais devant moi, pas sur le même axe. Parce que c'est très dur de courir, d'attraper dans le même axe. Donc il faut que je crée les relais légèrement écartés de ma ligne de course pour pouvoir enchaîner vite, collectivement, pour faire avancer la balle en direction de la raquette. Donc il faut arriver à gagner du temps tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gamin il fait 2 dribbles passes, mais que vous estimez qu'un seul dribble c'était suffisant pour la passer, il faut lui mettre une cartouche. Parce qu'il n'a pas gagné du temps. Il n'a pas gagné du temps. S'il est capable, mais même s'il n'est pas capable, il faut lui dire. S'il est capable de le faire, il n'y a aucune forme d'intransigeance à avoir. Il faut gagner du temps tout le temps. Et tout le temps que vous allez gagner, ça rendra le tir là-bas au fond plus efficace. Parce que la défense sera de plus en plus désorganisée. Il faut relancer tout le temps. Ça, c'est ma philosophie. Il faut relancer tous les ballons. Il n'y a pas de surnombre. Éventuellement, on met un coup de frein à main à la ligne à 3 points. Mais par contre, tout ce qu'on peut gratter entre là et la ligne à 3 points, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc il faut tout relancer. Tout relancer. Ça rejoint l'histoire du rythme. J'impose mon rythme. Donc j'impose mon jeu de relance. Et la dernière chose, c'est encourager tout le temps votre attitude pédagogique. Et c'est là-dessus que ça va porter maintenant. C'est comment on fait pour instiller ça dans la tête des gamins, que ça devienne quelque part un petit peu naturel. Ce n'est pas uniquement en posant un exercice que ça va fonctionner. Il y a aussi notre attitude, nos remédiations, ce qu'on va leur dire, la manière dont on va leur dire. Tout ça, ça va influer et notre discours, il aura plus de poids en fonction de la manière dont on va le dire. N'hésitez pas à parler. Parce que je vais commencer à m'assécher. Ça arrive. T'es pressé, Steph. C'est la suite. T'arrives à anticiper maintenant. Ok. Ouais, il était là à 2 ans. Il était en formation aussi cette année. Ouais. Pourquoi tu fais du jeu rapide? Parce que maintenant, sur les petites catégories, oui, on peut faire du jeu rapide, mais maintenant, avec les grands, il y a beaucoup de tactique. Il y a des équipes qui freinent le jeu.
Mais ça tombe bien. C'est l'objet de mon intervention. C'est ce que je te dis. Moi en tout cas, je vois pas le basket comme ça. Pour moi, il faut relancer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imposer un rythme élevé. J'arrive pas à... En tout cas, j'ai peut-être jamais eu les bonhommes dans mon équipe pour faire ça, mais je vois pas le basket comme un jeu arrêté. Je pense que c'est un jeu de rythme dans lequel tu dois relancer les ballons et exploiter le moindre retard défensif. Et là, et ça c'est mon point de vue, je pense que c'est dans le repli défensif où il y a le plus de déséquilibre dans la structure défensive. Une fois que tu es arrivé sur le demi-terrain, les bonhommes, ils sont là. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars de zéro, tu as déjà passé 10 secondes à monter la balle, à annoncer ta forme de jeu, à te mettre en place. Il ne te reste plus que 14. Qu'est-ce que tu fais en 14 secondes? Bah, tu vas poser des écrans, tu auras un petit avantage. Okay, bah, dans le jeu rapide, tu auras pareil. Donc j'ai essayé de raisonner par l'absurde. Avec les gamins, la question, elle ne se pose même pas. Il faut leur... C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec des seniors, je peux comprendre que ça soit un petit peu plus dur à entendre, un petit peu moins compréhensible. C'est des philosophies. Hein. Pour moi, le jeu rapide, c'est tout le temps. Pourquoi dans les championnats jeunes, on a mis des règles en place pour qu'on accélère le jeu, l'arbitre ne touche pas le ballon. Et pourquoi on ne l'a pas mis en U17 et en U20 ? Ça, j'ai eu la même question ce matin, je vais te donner la même réponse. Je n'en ai aucune idée. Parce que je pense que c'est surtout un règlement fédéral. Donc c'est les techniciens, la DTBN qui a dû prendre cette décision-là, puisque la règle de la remise en jeu en zone arrière, elle est valable jusqu'en U15 championnat de France, élite. Donc U13, U15, on relance, l'arbitre ne touche pas la balle en zone arrière, par contre à partir du 17, il touche la balle. C'est préconisation fédérale et sur la Ligue, c'est une adaptation du règlement fédéral. Mais après, j'entends très bien. Hein. Je ne vois pas pourquoi on le fait en U15 et on ne le fait pas en U17. En senior, à la limite, je veux bien. Et encore, ça pourrait vite être le souk. Donc, les attitudes pédagogiques. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à communiquer des intentions. Les intentions de jeu. Arriver à donner du sens en donnant des repères précis, on a dit, des repères dans le temps, des repères d'espace, et arriver à convaincre les joueurs. Et c'est certainement ça qui est parfois le plus compliqué. Arriver à les convaincre que ce qu'on est en train de faire, ça va être bénéfique par la suite. Pas forcément tout de suite, mais bénéfique par la suite. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on s'adapte au niveau de nos joueurs. D'accord ? Il faut qu'on s'adapte à la catégorie dans laquelle on coach. Il faut qu'on s'adapte en fonction de j'entraîne des garçons, j'entraîne des filles. Parce que ça ne va pas forcément être les mêmes choses. Pas les mêmes qualités athlétiques, etc., etc. Pas la même force dans le jeu de passe. Donc les espaces seront certainement différents. On ne pourra pas les exploiter de la même manière. Les joueurs relais, ils ne pourront pas être à 15 mètres. Il va falloir réduire un petit peu les espaces. Donc ça, dans les attitudes pédagogiques et dans la construction des situations, il va falloir qu'on y prête attention. En préparant l'intervention, je suis retombé sur un document qu'avait fait la DTBN. Ils ont fait des tables rondes à la Fédé, là. Donc ils sortent un pavé comme ça tous les ans. Et il y a 2 ans, ils avaient fait ça sur le jeu rapide. Donc il y avait un schéma que je vais vous redessiner là, qui reprenait un petit peu les différentes catégories et comment il fallait aborder le jeu rapide. Je prends 2 minutes. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que sur les tout jeunes, le jeu rapide, c'est que des intentions. C'est que des intentions. Et plus on va vers les cadets, les seniors, plus on va ramener des consignes technico-tactiques. Au début, des intentions, et plus on va vers les seniors, plus on rajoute des consignes technico-tactiques. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. Ben moi, là,
Tu es obligé de garder une part d'intention. Parce que je pense vraiment que si tu arrêtes de parler de ça, ils vont recommencer à jouer en marchant. Et c'est naturel. Hein. Mais si on n'est pas tout le temps dans les intentions, quelle que soit la catégorie, si on n'est pas tout le temps là-dedans, on ne l'aura plus. Et on va perdre ses intentions de course. Donc on aura beau donner des consignes, ça ne sera pas installé. Je ne considère pas le jeu rapide comme le tir à ce niveau-là, quoi. Le tir, une fois que techniquement c'est placé, ça ne bouge pas trop. Hein. On est d'accord, Raiko? Une fois que le tir il est en place, il est en place. Par contre, le jeu rapide, si on n'est pas derrière toi pour te pousser, on relâche un petit peu les efforts. Donc, je trouvais le schéma très simple. Par contre, juste à partir de là, je pense que les intentions, elles doivent être maintenues de manière à ce que le discours il continue à passer et qu'on maintienne ces efforts de course sur la traversée du terrain. Après, si tes consignes sont dans ce sens-là, alors remplacer les intentions aussi, c'est peut-être là-dedans qu'il voulait aller. Peut-être, mais en tout cas, je ne l'ai pas compris comme ça, moi. Tu vois, moi, quand je parle d'intention, c'est aussi au travers de mes attitudes à moi. Au travers de mes attitudes sur le terrain, comment je communique avec les gamins ou mes joueurs pour les inciter à jouer le jeu rapide. Si je suis que dans les consignes, et de manière un petit peu passive, on va dire, alors je vais volontairement dans l'extrême, je leur donne pas envie, quoi. Regarde, si tu te donnes comme consigne tactico-tactique de traverser ta première ligne en 1 seconde et d'arriver là-bas en 4 secondes. Ouais, mais tu verras que, notamment chez les jeunes, c'est très bien de leur donner des repères, c'est indispensable. Mais si t'es pas, limite, si tu cours pas avec eux, il y a ta voix, il y a ta présence, tes encouragements, dire que c'est bien, encourager certaines erreurs, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes et qui amplifient le phénomène d'appropriation du truc, quoi. Tu vois, effectivement, les repères, ils sont, je suis d'accord avec toi, primordiaux. Si tu les donnes pas, tu peux pas réguler le truc, quoi. Un coup, il aura raison, un coup, il aura tort. Pourquoi Par contre, s'il a passé la ligne et qu'il n'est pas allé dans la raquette, stop. La consigne, c'est de mettre de l'agressivité, donc c'est les pieds dans la raquette. C'est simple, clair, net, précis, tous les gamins y comprennent. Pour reprendre cette histoire de catégorie d'âge, je peux avoir 2 piétons. Mais piétons de chez piétons. Tiens, ce matin, avec Mathieu, c'était très très violent par rapport à ce que vous allez faire. Théo, tu te mets là avec la balle, s'il te plaît. Et Arnaud, tu te mets... là, mets-toi dans la raquette, s'il te plaît. Et Arnaud, le long de la ligne de touche, avance, 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 stop. On imagine que Théo vient de prendre le rebond et que dans l'orientation, il a fait un dribble vers l'avant pour passer la balle à Arnaud. Vous allez voir que vous allez être d'une importance extrême. Donc on imagine cette situation-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mon niveau d'intervention en tant qu'entraîneur, mon niveau d'exigence, il va être complètement différent sur cette situation-là en fonction de la catégorie. Retour en arrière. Vous êtes des jeunes enfants, des moins de 9 ans, d'accord, qui découvrent un petit peu l'activité. Théo a fait le job, il a pris le rebond, le plus vite qu'il a pu, il a fait un dribble, il a vu quelqu'un devant lui et tu lui as fait une passe. Il a fait lui une passe en imaginant qu'il est en train de courir. Elle est arrivée tant bien que mal. Il a fait la passe. Il l'a vu, il l'a fait. C'est des moins de 9, moins de 11, c'est très bien. C'est très bien, les intentions sont bonnes. C'est un moins de 13, il fait 2 ans qu'il fait du basket. Tu te retrouves dans la même situation, donc tu es un petit peu plus expérimenté. La défense en face, elle est un petit peu moins naïve. Vas-y, fais la passe. Si la passe, elle est derrière le bonhomme, c'est une erreur. Toutes les autres, c'est des bonnes passes, même si elle est perdue. Si tu la balances dans le caddie et que tu n'arrives pas à la rattraper, c'est une bonne passe. Parce que par rapport à moins de 11 ans, il a compris qu'il fallait passer la balle devant pour lui permettre de continuer à courir, pour maintenir nos intentions de course. Donc, moins de 11, la balle, elle est vers l'avant, très bien. Moins de 13, la balle, elle est obligatoirement devant le coureur. Moins de 15, s'il n'y a pas de défense et que la passe, elle n'arrive pas, c'est une erreur. Mon niveau d'exigence, il monte encore. S'il n'y a pas de défense, tu es obligé de réussir cette passe-là. Parce que vous êtes à 5 mètres l'un de l'autre, il n'y a pas de pression défensive.
Ok ? Moins de 18, ça doit être quelque chose de totalement normal d'arriver à gérer cette situation-là dans l'opposition. Dans l'opposition. C'est-à-dire que tu auras un bonhomme qui sera là, qui va te gêner, et toi, tu as quelqu'un qui va courir, à mon avis, plutôt à côté de toi, pour ne pas te laisser partir devant. Donc, il faut arriver à trouver les espaces de passe, et les balles, elles doivent arriver tout le temps. Sauf que ça, c'est idyllique. Ça veut dire que moi, entraîneur, j'ai Théo et Arnaud depuis qu'ils sont moins de 11. Et j'arrive à imposer mon niveau d'exigence de moins de 11 à moins de 18. Seulement, parmi vous, combien ont eu un gamin de moins de 11 à moins de 18 ? Forcément, vous voulez passer avec les collègues entraîneurs, tout ça. Mais ça, c'est des niveaux d'exigence qu'on doit arriver à maintenir sur toutes les composantes du jeu rapide. Sur toutes les composantes là, on a pris la situation de passe basique, où le niveau d'exigence il varie de U11 à U18, mais après, ça doit être la même chose sur les finitions, sur la capacité à scorer, sur la capacité à passer la balle, etc. etc. Vous avez été d'une grande aide. Vous avez vu, c'est fini, c'est bon. Ouais. Donc, j'insiste là-dessus. Mon niveau d'exigence et mon niveau de tolérance, en tant qu'entraîneur, il va être différent en fonction de la catégorie. Il va être différent en fonction du niveau de mes bonhommes. Du niveau. D'accord ? Si courant janvier, il y en a un qui débarque du foot et c'est la première fois qu'il touche un ballon orange, vous n'allez pas être sur le même niveau d'exigence dans cette situation-là qu'un gamin qui est dans votre club depuis qu'il est U11, qui arrive à tripoter la balle, qui est plutôt bon passeur, qui comprend un petit peu le basket. Donc le niveau d'exigence, il dépend de pas mal de choses. Mais il faut qu'il soit cohérent. C'est-à-dire que vous allez encourager certaines choses quand c'est bien fait, et vous n'allez pas le placer au même niveau. Au travers de tout ça, il faut qu'on accepte aussi une chose, c'est la prise de risque. Quel rapport vous faites entre la créativité dans le jeu et la discipline dans le jeu ? Où c'est qu'on place le curseur ? Notamment au travers du jeu rapide. On le place comment le curseur ? Entre créativité et discipline. Sachant qu'on est dans un sport de lecture de jeu, la créativité elle est censée être assez haute. On est d'accord, elle est censée être assez haute. On est aussi d'accord qu'il y a quinzaine d'années, le jeu rapide, il était quand même bien stéréotypé, quoi. Il y a eu la mode du couloir central, après il y a eu la mode du couloir latéral, après il y a eu la mode du couloir intermédiaire. Hein. Couloir central par le rond central, les couloirs latéraux là, qui font 2 mètres, le couloir du meneur de jeu entre le rond central et ce couloir-là. Donc un coup, le ballon, il fallait le passer au milieu, un coup, il fallait le passer là, là. Donc il y a eu différentes modes. Je pense que ça tue complètement la créativité. Le fait d'instaurer un parcours préférentiel pour le ballon. T'en as aucun, toi ? Non. 0. T'as pas une sortie de balle en Non. endroit, 0. Aucune. Après panier, casse. C'est-à-dire ? On a une casse à panier. Ouais. On veut courir après ou pas ? On en parlera après, mais oui. Puisque. Comment ? Comment on ressort ? Ah, le meneur de jeu, comment il chope la balle ? Ou un joueur ? Obligatoirement dans le curl. Ouais, dans la course, dans le curl. Pour choper la balle avec une intention de course vers l'avant. Si par exemple la remise en jeu, elle est là, tu as un bonhomme qui arrive et qui fait ça pour prendre la balle, pour aller vite là-bas, ça va être compliqué. Donc obligatoirement, c'est mettre de la course, arrondir sa course, curler, choper la balle et mettre de l'agressivité tout de suite vers l'avant. Mais non, j'ai aucune sortie de balle. Aucune. Pour la simple et bonne raison que, dans ce que je présentais tout à l'heure, le maître mot de tout ça, c'est la polyvalence des joueurs. C'est-à-dire que mon poste 5, entre guillemets, il est autant capable, du moins je fais en sorte qu'il sera autant capable plus tard de faire ça. Parce qu'il n'y a rien de compliqué à faire un dribble et passer un ballon. Et un joueur, même de grande taille, s'il est un minimum coordonné et si Mathieu il a bien fait son job dans la motricité, il est autant capable que les autres de faire un dribble et de passer le ballon. Et c'est ça qui va nous faire gagner du temps. Tu vois, on a eu la discussion et l'échange ce matin sur les pertes de balles. Souvent, ouais, putain, mon poste 5, il perd les ballons. Pourquoi ? Alors, souvent, donc il met la balle là, il prend le rebond, il y a son défenseur qui est là, qui le gêne. Hein ?
Qu'est-ce que tu fais si tu coaches face à une équipe qui a un circuit de sortie de balle privilégié? Tu coupes la première passe. On l'a tous fait. Hein. Donc la première passe sur le meneur, elle est coupée. Le défenseur du rebondeur, il le gêne. Mon grand, il ne sait pas dribbler parce que je lui interdis. Ben ouais, il va faire que perdre les ballons. Ah, je la fais à qui? Est-ce que si ton grand, il est capable de dribbler, tu lui dis, tu en as 2 maximum, c'est la règle. Elle est valable pour tout le monde. Là, je peux pas, un dribble, je dribble. S'il ne peut toujours pas, il s'arrête. C'est fini, plus de jeu rapide. Plus de jeu rapide. On a essayé. Le meneur, il vient choper la balle dans les mains. Le premier clampin qui passe par là, il chope la balle, il traverse le terrain. Mais c'est pour ça que je ne veux pas avoir de circuit privilégié parce que tu coupes la passe, quelle adaptation tu vas avoir derrière? Les gamins, ils sont habitués à faire toujours ça. Non. Mais quand on s'est formé en même temps, mais quand on a été formé, c'était la balle, elle doit passer par le couloir central, c'était ça à l'époque. C'est vrai que ça marche pas. Moi, j'ai entendu Azim en parler l'année dernière que c'était la mode au niveau fédéral et tout, Hein? mais ça marche. Mais en filles, c'est un régal. Hein? Les filles, maintenant, elles peuvent les grandes, les postes 5, ça attrape le ballon. Et c'est Jérôme Fournier qui a un peu instauré ça au niveau de la Fédé, parce qu'il a eu une génération un peu talentueuse, avec notamment des grandes qui étaient hyper habiles balle en main. Et il a mis en place cette forme de jeu rapide. Et on voyait Abigail, qui joue en Ligue féminine maintenant, choper la balle, elle posait 2 dribbles. Alors, tout le monde s'écartait parce qu'ils avaient peur de se faire marcher dessus déjà. Et elle passait la balle à droite, à gauche, ça courait dans tous les sens. Et il a arrivé à développer un jeu rapide parce qu'il avait des joueuses qui étaient capables de le faire. Maintenant, le postulat, c'est est-ce qu'on ne peut pas rendre nos joueurs capables de le faire quand ils sont gamins? Mais il y en a tout un tas, on va en parler après. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, quand je parle de créativité, de discipline, le mot discipline, il me gêne vraiment dans le jeu rapide, de plus en plus. Et quand je me formais, bien sûr que la discipline, ouais, la balle, c'est le couloir central. Parce qu'on a tous appris ça. Mais je ne pense pas que ce soit réellement le truc qui te permette de gagner du temps tout le temps. Bah, si tu ne mets pas de l'agressivité dès le rebond, tu laisses la défense prendre un petit temps d'avance, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. On ne parlera pas des remises en jeu rapide puisque ça ne vous concerne pas, mais toujours est-il jusqu'en U15, il y a du jeu rapide à passer dès que la balle elle sort, et c'est souvent les situations où il y en a le plus. Bon, moins que quand il y a interception, mais la défense est assez désorganisée. Par rapport à la construction des séances, je suis plutôt partisan de le faire un petit peu tout le temps, plutôt que beaucoup une seule fois. Comme le tir. C'est comme le tir. Il faut en faire tout le temps. Parce que sinon, le message, il s'évapore. Et on perd du temps à redonner des consignes qu'on a déjà données 25 fois. Ça nous énerve plus qu'autre chose, en plus, de toujours répéter les mêmes choses. Donc, je pense que le jeu rapide, il faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? C'est peut-être pas l'objectif principal de votre situation, mais à partir du moment où il y a de la traversée de terrain, bah, les quelques règles qui sont en place, il faut être intransigeant avec ces règles-là. Ok ? Et sur les séances, il faut arriver forcément à intégrer les aspects défensifs. Je ne vois pas comment on peut bosser le jeu rapide à compte 0. 2, 3, 4, 5 contre 0. Si ce n'est que de créer des circuits privilégiés pour le ballon. Alors, ça peut être des échauffements. Les échauffements, là, on connaissait tous, hein, les traversées à 3 contre 0, là. Balle dans l'aile, je dribble, le premier coupe, le deuxième. À la limite, mais ça sert uniquement d'échauffement. Uniquement d'échauffement. Mais le jeu rapide, pour moi, c'est de la lecture, de l'opposition, de la gestion des espaces, mettre de l'agressivité vers l'avant et des traversées de terrain. Pour vous, il y a combien de situations où on peut créer le jeu rapide? Allez, c'est parti. Rebond def. Interception. Panier encaissé. Remise en jeu sur la touche, en moins de... Et jusqu'en U15, on est d'accord. Et une des dernières situations auxquelles personne ne pense, voilà, les situations arrêtées, les situations de lancer franc, voire les situations d'entre-deux initiales. D'accord? Alors, c'est des trucs à la con, ça va passer une fois par an. Mais bon, notamment sur les lancers francs, il y a quand même toute une traversée de terrain à gérer derrière. Il y a peut-être des trucs à gratter là-dedans.
Donc panier encaissé, rebond def, lancer franc, interception. Et pour les U15, les remises en jeu rapides en zone arrière sans que l'arbitre touche la balle. Donc pédagogiquement, des situations, il y en a 150 milliards. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, vous allez sur Internet. C'est surtout quel état d'esprit on met dans ces situations-là. Okay, donc il y a plusieurs situations qui sont quand même assez intéressantes. Une situation de 3 contre 3 tout terrain, avec le reste de joueurs que vous avez d'une équipe, intersection milieu de terrain, ligne de touche, et l'autre équipe, intersection milieu de terrain, ligne de touche. Donc du 3-3 en continuité, avec 2 bonhommes de ce côté en vert et 2 bonhommes de ce côté en bleu. Les bleus, ils attaquent. Le dernier qui touche la balle, il va taper la main d'un copain au milieu. Comme ça, on a du 3 contre 2 avec un bonhomme qui arrive derrière. Et on fait du 3 contre 2 en continuité avec un défenseur supplémentaire. C'est des trucs hyper cons, mais j'insiste vraiment sur la volonté d'être sur les traversées de terrain. Toutes les situations qui partent d'un jeu demi-terrain, 3-3, 4-4, 5-5, plus des traversées. Donc on joue 3 contre 3, demi-terrain, jusqu'à ce qu'il y ait un panier. Donc on commence sur le demi-terrain, il y a rebond, on court, etc. etc. C'est des situations jouées. La situation où on part à 2, 3, 4 contre 0, et il y a 2 ou 3 défenseurs qui courent derrière moi, et on joue le retour en surnombre. Ça, pédagogiquement, c'est un tout petit peu moins intéressant, parce que pendant qu'il y en a 3 qui vont faire un aller qui ne sert à rien, il y en a 10 qui attendent, donc ce n'est pas les situations les plus intéressantes, mais ça existe. Toutes les situations de yo-yo, où il y a les surnombres en continuité, ou des situations à égalité numérique, où par exemple on joue du 3-3 tout terrain, il y a une équipe de 3 ici, une équipe de 3 là-bas au fond, défense, attaque, sortie de balle sur mes 3 autres collègues qui sont en attente. Et comme ça on a un temps de repos, et malgré tout on arrive à avoir du jeu rapide sur l'équipe qui rentre en attaque. Et si, dernière chose, comment vous travaillez les interceptions pédagogiquement? Comment on fait pour travailler l'interception pédagogiquement dans le jeu rapide? C'est un peu le même style, c'est que tu as 3 qui attaquent et qui reviennent en défense automatiquement. Je compte double point en défense. Ouais, mais ce que je veux, c'est comment on fait. Ça donne envie d'y aller. Ouais, mais au-delà de ça donne envie, on est capable de mettre en place un exercice pour gérer les surnombres. On est capable de mettre en place un exercice pour bosser le jeu rapide après du rebond ou après une remise en jeu. Par contre, comment on fait pédagogiquement pour bosser après une interception? Pour développer le jeu rapide. Ouais. Non, d'accord. Je vous pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Et s'il y en a un qui l'a, ça m'arrangerait. Parce que vous connaissez la situation où là, il y a 2 bonhommes qui se mettent sur la ligne des lancers francs, ils se font des passes. Là. Et il y en a un qui est là, il dit rien. Et à un moment donné, il saute sur la ligne de passe, il prend la balle, il va tirer. Et si tu siffles, tu sais, tu joues, et tu siffles, c'est-à-dire qu'il a perdu la balle. Ouais, après, je perds les aspects de lecture, tu vois. Bah, pas tant que ça, parce que t'as le défenseur qui est sur la balle, qui la récupère tout de suite. Courir. Donc déjà, tu peux dire que le dernier qui est arrivé dans la raquette, par exemple, ou au moment du tir, permet de valider le tir. Ouais. Si tu mets un retard, Mais tu vois, moi, l'idée de ma question, c'est comment on fait pour mettre en place un exercice où je suis sûr qu'il y aura tout le temps une interception, qu'il n'y aura pas de tir, par exemple. Il y aura tout le temps interception, mais que ça ressemble vraiment à quelque chose de joué. tu crées un surnombre défensif. Tu vas bien finir par. Ouais, ou pas. Dans tu vas bien finir par, c'est pas sûr. Tu vois. 2 contre 4 J'ose espérer que tu finisses par la gagner quand même. Mais voilà, l'idée, je suis un peu plus démuni face à ces situations-là. J'ai du mal à systématiser une interception. Ouais. C'est comme l'exercice où tu joues à 1 contre 2 sur la traversée de terrain, il y a toujours un con qui arrive à marquer. Hein. 1 contre toi, c'est plus dur. Mais bon, après, si derrière tu attaques à 5 contre 1 au retour, c'est pas forcément le... Bon, peu importe. Peu importe la situation, peu importe l'objectif, ce qui va derrière, c'est cette capacité à gagner les duels dans les transitions. Je suis en défense, je prends un rebond, je deviens porteur de balle, je deviens attaquant. La transition, je suis défenseur, je deviens attaquant. Il faut que j'aille plus vite que le bonhomme qui était attaquant et qui devient défenseur. Sur ce petit laps de temps-là, le moment où ça connecte, certains ça met plus longtemps que d'autres,
Mais ce laps de temps, cette transition défense-attaque, il faut que j'arrive à être plus performant que mon défenseur. Ok ? Il y a un exercice qui est hyper intéressant par rapport à ça, c'est 3-3-3, 4-4-4 ou 5-5-5, demi-terrain. Ok ? Si vous grattez un peu sur Internet, c'est un exercice que fait Popovic aux Spurs. Donc ça ne doit pas être trop mal, a priori. Donc il y a une équipe en attaque, une équipe en défense et l'autre équipe en attente au milieu. Okay, 4 contre 4 demi-terrain, ils jouent. Dès qu'il y a rebond défensif ou panier, la balle, elle voyage jusqu'à l'équipe qui est en attente au milieu. Les attaquants deviennent défenseurs et on continue comme ça. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'être en permanence en transition. En permanence. C'est-à-dire que je suis en train d'attaquer, j'ai mon collègue qui tire, j'ai le droit de m'engager au rebond off. Vous comprendrez pourquoi, parce que dans le décompte des points, c'est hyper intéressant d'y aller. Mais par contre, s'il y a rebond défensif, il faut tout de suite que je sois capable de choper un joueur, de communiquer et de transiter très vite. Et cet aspect de transition, je pense que dans le jeu rapide, c'est une des composantes qui est la plus importante. Si on transite vite, on court vite. Et on peut même presque anticiper vite à l'opposé dans la fameuse diagonale. Pour revenir à l'exercice, le décompte des points, c'est le suivant. Je marque, mon équipe marque un point. Je fais un stop, mon équipe marque un point. Je prends un rebond off, je continue à attaquer et j'enlève un point à l'équipe adverse qui défendait. D'où l'intérêt d'aller au rebond off. Mais si je vais trop au rebond off, je me fais percer par l'équipe qui est en attente et qui a envie que d'une chose, c'est choper la balle, poser un dribble et aller poser un lay-up. Donc il faut arriver à contrôler cet aspect-là et c'est quelque part ce qui se passe en match. Si on va trop au rebond off, dans le repli défensif, on est un petit peu emmerdé. Donc l'exercice est plutôt intéressant dans le travail des transitions. Ouais. Quelle est l'équipe qui fait l'arbitrage quand le panier marque ? Personne. C'est le coach ou l'assistant numéro 17 des Spurs. D'accord ? Donc si tu as un assistant numéro 17, ça tombe bien, parce que là, tu vas pouvoir l'utiliser. Là, moi, quand je le fais, je me mets là. S'il y a panier, ils n'ont pas le droit de toucher la balle, je rentre sur le terrain, je la prends et je balance sur un des quatre. S'il y a rebond def, ils me font la passe et je la passe à l'équipe en attente. Mais ce n'est pas un joueur, parce que si c'est un joueur, il va faire une passe de merde dans les pieds, le grand classique, quoi. Donc c'est le coach ou l'assistant ou un gamin qui s'entraîne après, vous le prenez et vous le mettez à ce rôle-là. Et c'est lui qui fait les passes. Alors après, il y a deux versions de l'exercice. C'est soit on a tout le temps le même enchaînement dans la rotation, attaque, défense, sortir. Soit si je marque, je me repose et l'équipe qui est en défense reste en défense. Et on la punit encore plus. On peut avoir des objectifs un petit peu différents. Mais je trouvais l'exercice assez intéressant par rapport à l'aspect de transiter vite. Pédagogiquement, des choses très simples, valoriser les points. Super, vous entendez ça depuis que vous avez commencé à vous former. On multiplie par 2 quand on marque dans le jeu rapide. Tu gardes la balle demi-terrain quand tu as marqué dans le jeu rapide. Un point bonus, ce que vous voulez. Et un autre truc qui je trouve assez intéressant, inverser les points. Pour développer la volonté d'être agressif dans le jeu rapide, d'amener la balle dans la raquette, mettre les paniers dans la raquette à 3 points et tous les autres paniers à 2 points. Donc forcément, les gamins vont être attirés par cette raquette, par la volonté de marquer un point de plus. Et on arrêtera de voir des gamins qui manqueront d'agressivité, qui s'arrêteront là, qui arrêteront la balle, au lieu d'essayer d'aller chercher quelque chose proche du panier pour bien finir de fixer la défense. Des questions par rapport à tout ça ? Non. L'exercice de Popovic, tu le fais combien de fois à peu près, toi ? Tu le fais régulièrement ? Alors lui, dans l'article que j'ai lu, a priori, il le fait à tous les entraînements. Moi, ici, on l'a fait 2 fois, parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, l'article. Et avec la N3, on le fait 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, et on fait 2 fois première équipe en 6 points. Donc ça dure 10 minutes. Mais c'est quand même assez intense. Hein. Tu peux réexpliquer parce que je n'ai pas compris. Alors, t'as lâché le fil. J'attaque. Je vais essayer de le faire seul. Tu as 3 équipes. J'attaque, une équipe en défense, une équipe en attente au milieu de terrain. Conseil, mettre des plots, parce que sinon ils vont se retrouver sur la ligne des 3 points avant même que j'ai commencé à faire la passe. Ils vont gruger de l'espace. Vous mettez des plots à peu près par là. Là, dans cette zone-là, de manière à ce qu'ils reçoivent les ballons derrière ces plots-là. Ce qui laissera un tout petit peu de temps à la défense de s'organiser
et qu'on n'ait pas que des lay-ups. Donc j'attaque, je joue, je marque. C'est pas moi qui m'occupe de la remise en jeu, c'est le coach, il prend la balle, il la balance là-bas. J'étais en attaque, je suis tout de suite en défense. Tout de suite. Allez, on joue que demi-terrain. L'équipe qui était en défense, elle évacue par le côté et elle va se mettre derrière les plots. Et ça, c'est en continuité. Et par contre, ce qui est un petit peu merdique, c'est compter les points. Parce que vu que tu enlèves des points, tu peux en rajouter quand tu es en attaque, tu peux en rajouter quand tu es en défense. Il faut arriver à choper 3 gamins ou 3 U20 en qui on a suffisamment confiance pour qu'ils ne s'en rajoutent pas 4 au passage et qu'ils ne disent pas qu'ils ont gagné alors qu'ils n'ont fait qu'encaisser des paniers. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Ça, ce que je disais à tout... C'est toi qui m'as... Non, à Greg, 2 manches en 6 points, 10 minutes. Et les transitions, là, on les bosse. Hein. Parce que on passe notre temps à je suis attaquant, je suis défenseur, je dégage, je prends la balle, j'attaque tout de suite, dans la désorganisation défensive, parce qu'on ne pourra pas se retrouver avec un grand défend un petit défend un petit. Donc on est dans des problématiques du jeu rapide. On se retrouve à attaquer des espaces, à chercher le bonhomme qui a le meilleur avantage. C'est ça qui est intéressant à mon avis dans l'exercice. En conclusion, le jeu rapide, c'est une composante qui est primordiale dans le basket moderne, à mon avis, et qu'il faut qu'on arrive à développer quelle que soit la catégorie. Souvent, on avait tendance pas à négliger ça plus les catégories montaient, mais on mettait plus d'importance chez les jeunes que chez les juniors, les seniors. Je pense que l'importance, elle doit être la même, et ça rejoint le schéma. On a besoin de maintenir des intentions de course et de jeu rapide en permanence, sinon on va perdre tous les bienfaits et tous les bénéfices qu'on a eus avant. Ça nécessite malgré tout, on n'en a pas du tout parlé, un haut niveau d'aisance avec la balle. Parce que tout doit être fait à haute vitesse. Il faut être capable de passer la balle à haute vitesse, il faut être capable de dribbler à haute vitesse, de changer de direction face à un défenseur à haute vitesse. Et c'est ça qui complique un petit peu la tâche, notamment chez les jeunes. Le faire à vitesse très modérée, passer la balle sur un gars qui trottine, ouais. Par contre, avec de la défense, avec un investissement dans la course important, il y aura forcément une déperdition technique et on va avoir du déchet. Okay ? Les attitudes pédagogiques à adopter, il faut encourager et il faut fermer les yeux. Fermer les yeux. Il faut accepter la perte de balle. Il faut accepter, au moins dans un premier temps. Il faut se forcer à faire ça, à dire que c'est bien, malgré le fait qu'on en perde des valises. Puis progressivement, et c'est ce qu'on a vu grâce à la participation active de Théo et d'Arnaud, progressivement en fonction des catégories, mon niveau de tolérance il va être différent. Mais au début, voilà, ils vont se planter. Ils vont balancer des cacahuètes devant, on va perdre des ballons dans tous les sens. Ça ne va pas être beau. Mais par contre, si on arrive à maintenir un niveau de tolérance qui va être progressif, forcément les résultats ils vont s'en ressentir. Et la dernière chose, c'est l'importance du jeu de passe. Le basket français, il est quand même bien connu pour un jeu de passe moyennasse. Moyennasse, il n'est pas mauvais non plus, hein, mais c'est quand même pas la folie comparé à d'autres nations. Développer le jeu de passe, c'est très important. Et quand vous mettez en place par exemple des situations autour du jeu de passe, des trucs à la con, hein, des passes à 10 en échauffement, des trucs comme ça, je pense que ça peut être intéressant de relier ça au travail de jeu rapide juste après, parce que cette qualité de passe, elle est très importante. La capacité à voir les espaces, la capacité à passer la balle au bon moment, au bon joueur, à passer à la balle à quelqu'un qui est en train de se déplacer en fonction d'où est placée la défense, c'est hyper important d'arriver à relier le jeu de passe et le jeu rapide. Moi j'ai une question. Si un joueur sur le jeu rapide, il prend la balle, il traverse tout le terrain en dribble et il marque, est-ce qu'on doit le reprendre ou alors est-ce qu'on doit l'encourager plutôt ? Et il a marqué, il a raison. Parce que là on parlait des passes, etc. Le jeu de passe. Ouais. Du coup s'il marque, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est en quelle catégorie ? U17. U17 ? Là je suis pas là pour les 20. Non, mais je vais dire, pas être gentil, qu'il en profite alors. Ouais, je pense. Qu'il en profite. Mais je pense pas que ce soit... Pour l'instant, il marque, il a raison, quelque part. Le gamin, il ne comprendrait pas. Tu as marqué. Bon. Par contre, à un moment donné, tu dois être dans la position de lui dire dans U17, l'année prochaine, fini. Hein. Si tu joues avec les seniors, ça, non. Tu vas marquer la première fois, la deuxième fois, tu vas prendre un coup de la corde à linge. Fini.
Donc il faut qu'il soit capable, et surtout il faut que les autres soient capables de lui proposer des solutions. Hein. Parce que s'il le fait parce que tout le monde attend derrière lui, parce qu'ils savent qu'il va aller marquer, il a raison de continuer. Par contre, si les autres ils font les efforts de course et que lui il lâche pas sa balle à quelqu'un qui est devant, là tu peux lui rentrer dans la gueule. C'est des histoires de repères. Hein. Il y a un joueur qui est seul devant, si tu fais pas la passe, c'est une faute. Parce que la balle, elle va plus vite par la passe que par le dribble. Donc si tu imposes des repères qui sont clairs, 2 dribbles max, passer la balle à quelqu'un qui est démarqué devant soi, l'histoire des 1 seconde, des 5 secondes, les repères ils sont clairs pour tout le monde. Le gamin il n'est pas dedans. Tu le plombes. Tu le plombes. Au moins tu régules le comportement directement. S'il ne veut pas comprendre, tu lui dis continue à faire ta tête de con, l'année prochaine tu vas comprendre. Mais automatiquement quand il sera senior, il ne traversera plus le terrain. Parce que généralement en senior tu le fais qu'une fois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu disais qu'il n'y avait pas de trajet de balle. Non. Du coup, tu as des trajets de course alors? Oui, en fonction de la balle. Non, en gros, c'est. Non, parce que c'est que de la lecture, exactement. Si par exemple ma balle elle est là, par exemple les rebonds passent, ma balle est là, si je veux courir ici, il faut que je sois collé à la ligne. Par contre, si la balle elle est là, il doit y avoir personne devant moi, parce que je ne peux pas la donner. Je ne peux pas la donner à quelqu'un qui a le même axe de course que moi. Donc les coureurs, les non-porteurs, ils sont eux aussi en permanence dans la lecture. C'est ça qui est hyper compliqué, notamment avec les plus jeunes. Parce que au début, les gamins, ils courent n'importe comment, quoi. Puis il y en a quelques-uns, là ça fait 2 mois qu'on les a récupérés, courent, mais ils courent, ils ont compris un truc, c'est que la ligne droite ça va plus vite, donc ils vont tout droit. Sauf qu'ils sont devant la balle, donc ils n'ont jamais la balle. Donc ils ont du mal à désaxer un petit peu leur course pour avoir un minimum d'angle de passe et d'avoir des situations claires. Il y a un deuxième truc qui est important, c'est quand on parlait des relais, c'est que souvent les zones de relais elles sont juste avant le milieu de terrain, le plus souvent, en U15. En U15 les zones de relais elles sont par là. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bonhomme qui court en hors-jeu là-bas, si il voit qu'il n'a pas la balle et qu'il s'arrête, moi je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je suis pile poil dans les zones de trappe. Il n'est pas cool. Donc ce qu'on leur demande, c'est de ne jamais arrêter leur course. S'ils sont vraiment en avance, il va continuer sa course, il va couper, et je vais pouvoir lui envoyer la balle. Là, il sera dans le même axe que moi, mais il aura une course qui est sortante par rapport à la raquette. Donc il n'y aura pas de difficulté d'attraper, d'enchaîner. Ce n'est pas comme s'il était derrière moi. D'accord ? Donc il va continuer à courir. La balle, elle rentre dans la fameuse zone par la passe. C'est lui qui mettra l'agressivité. Et on a toujours cette volonté de faire avancer la balle. Donc souvent, avec la règle des 2 dribbles, les zones de relais, elles sont autour du milieu de terrain. Un petit peu excentrées par rapport à l'axe du panier. Donc il n'y a pas de circuit privilégié, mais par contre, d'expérience, les ballons, ils passent souvent sur les côtés vers le milieu de terrain. Souvent, pas tout le temps, souvent. 80% de tes attaques, elles arrivent. Quand même, ta balle, elle passe sur la ligne de touche. Souvent. Après, ça dépend si c'est une interception, non, si c'est un rebond plutôt, si c'est une remise en jeu, souvent. Mais quand c'est interception, c'est cadeau, c'est le jeu rapide facile. C'est là les situations les plus simples à gérer. Par contre, c'est ce qui convient de plus travailler, à mon avis, c'est toutes les situations autour du rebond. C'est là où tu as des trucs à aller gratter, parce que tu es pile dans la désorganisation de la défense, et c'est là où il faut essayer de gagner un peu plus de temps et d'aller gratter. Sur interception, tu interceptes, tu avances. Il y aura quasiment tout le temps du surnombre. Après rebond, pas tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Bien, je vous remercie.